Bon, encore une fois, MMB, ma opinion, nous allons toujours parler de Mamadi Doumbouya parce qu'il est le chef d'État de la République de Guinée. Nous avons besoin de savoir quel est son parcours, par quel moyen il est passé pour accéder au pouvoir. On va regarder une vidéo de Mamadi Doumbouya à l'école de guerre. Il avait participé à un colloque et il a fait un exposé. Et le colloque portait sur la prise en compte de l'interculturalité dans les actions militaires. Si vous allez vous rendre compte que Mamadi Doumbouya avait bel et bien préparé son coup d'État, il a très bien préparé son coup d'État. Nous allons écouter ça. Donc, si vous faites de la politique, il faut vraiment faire des recherches et puis vous appuyer sur une base solide pour appuyer ce que vous avancez ou ce que vous dites. Donc, d'abord, voilà les livres que j'ai lus à l'air Barack Obama, Gedanken sur Rückbesinnung auf dem American Dream, Hoffnung wagen, par exemple, zum Beispiel. Ou bien, voilà, Frank-Walter Steinmeier, l'actuel président de l'Allemagne, Flugschreiber, Notizen aus der Außenpolitik in Krisenzeiten. C'est très, très important. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la lecture, donc, c'est important. Donc, on va écouter la vidéo de Mamadi Doumbouya et nous allons nous rendre compte que Mamadi Doumbouya avait bel et bien préparé son coup d'État il y a longtemps. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. Il a très bien mûri, réfléchi, préparé et exécuté ce qu'il a préparé pour faire le coup d'État de 2021. Et lui, aujourd'hui, il a peur qu'on fasse un coup d'État contre lui. On va l'écouter. Et maintenant, je déclare ouvert ce premier colloque intitulé La prise en compte de l'interculturalité dans les actions militaires. Je cède la parole au colonel Renaud Devouge, commandant adjoint de l'EMSOM, qui possède une grande expérience de l'interculturalité, notamment grâce à ses 4 années d'attaché de défense en Guinée et à ses 2 années de commandement de régiment en Nouvelle-Calédonie. C'est lui qui va animer les débats de la matinée. À toi, Renaud. Merci beaucoup. Merci, mon général. Et merci d'avoir des colloques ouverts, ce col-là. Bonjour à tous et à tous. Nous allons donc, sans attendre, rentrer directement dans le vif du sujet pour ce matin avec 2 intervenants avant la pause qui aura lieu normalement à 11h-5. Donc, dans un premier temps, nous aurons Pascal Ray, qui est un grand spécialiste de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, qui est actuellement à Djibouti, qui est docteur en géographie du développement, qui est patron d'un bureau d'études qui travaille actuellement dans de nombreux pays et qui est un spécialiste justement de la médiation interculturelle et de la connaissance de l'autre et des échanges entre les différents acteurs économiques. Je vais laisser intervenir tout de suite. Et puis ensuite, nous aurons le commandant Mamadi Doumbouya, que je connais depuis la Guinée, puisque j'avais fait sa rencontre à Conakry. Il est aujourd'hui officier stagiaire à l'école de guerre ici, à l'école militaire. Et ce matin, nous allons parler de regards croisés, et de regards croisés parfois un peu décapants, puisque j'ai demandé au commandant Mamadi Doumbouya de nous dire quelle était la perception par les officiers nationaux dans leur pays, de la présence dans leur armée, dans leur pays et par le biais de la coopération des officiers étrangers, c'est-à-dire de nous, les Français, les Américains, les Britanniques, les Chinois, enfin, de quelle manière ils voyaient les officiers étrangers qui travaillaient chez eux. Et je pense que ces échanges vont être particulièrement intéressants. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le commandant Mamadi Doumbouya de la République de Guinée. Je suis devant vous ce matin pour témoigner en fait de la perception des officiers français et étrangers servant dans nos pays africains. Donc avant ça, je vais d'abord vous présenter mon pays, qui est la Guinée, un petit pays qui est situé en fait un petit pays à l'ouest de l'Afrique. Par sa taille, mais l'histoire quand même, c'est un grand pays. Un petit pays de 245 000 km², qui a ses réalités aussi, parce qu'en Guinée, nous avons culturellement 4 ethnies différentes, qui est représentée sur la carte. Non, c'est pas 4 ethnies, on a 24 ethnies. Et souvent, ces ethnies n'ont rien à voir en commun. Et vous avez la moyenne Guinée, la basse Guinée par exemple, qui est au bord de l'océan Atlantique. Le bouton rouge. Voilà. Qui est au bord de l'océan Atlantique, qui s'arrête là. Et vous avez la moyenne Guinée qui est un peu montagneuse,
où les ethnies qui sont en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée n'ont culturellement pas grand-chose à voir ensemble, et la Guinée forestière aussi, qui est en bas. Là, je ne suis pas d'accord. On a culturellement beaucoup de choses à avoir. C'est un pays qui a... C'était le premier pays à dire non à la communauté. Et en 1958. Donc, on est à peu près 12 millions d'habitants. L'armée guinéenne, c'est une petite armée qui fait à peu près 19 000 hommes, terre, mer, air confondus. Donc, je vais d'abord, avant de vous expliquer, de rentrer dedans dans le vif du sujet, c'est-à-dire la perception, je tenais quand même à préciser que ce témoignage, en fait, était pour moi un avis partagé, parce qu'avant de préparer ce témoignage, j'ai d'abord consulté mes camarades africains dans la promotion 25. Donc j'ai eu à parler avec les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, le Niger, le Nigeria, ainsi de suite, pour avoir leur avis sur la question. Et après, j'ai retenu les avis qui convergeaient. Donc tous les avis qui étaient de la même chose, c'est ce que j'ai rapporté ce matin. Pour la perception de ces officiers servant en Afrique, je peux dire par là que nous, les Africains, comme ceux qui ont déjà séjourné en Afrique, peuvent en témoigner. Les camarades européens, américains qui viennent dans nos pays sont tout à fait accueillis avec une grande fraternité d'armes. Donc, une fois qu'ils sont chez nous, je pense que c'est leur connaissance aussi sur l'Afrique est un peu théorique selon moi, parce que la plupart des coopérants qui viennent s'appuient sur tout ce qui est les ouvrages, ainsi de suite, mais où certains pensent que ce qu'ils voient à la télé, c'est ça l'Afrique, mais qui est un peu différent de la réalité africaine, qui est un peu plus complexe en fait. Donc, ils sont un peu, en fait, les Blancs qui viennent chez nous, qui demandent, qu'on appelle les Toubabs chez nous, souvent les questions qu'ils nous posent, on pense que c'est un peu suspect, des renseignements qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a certains qui vont s'aventurer à savoir, par exemple, les moyens de nos armées, à savoir combien de chars vous avez ou combien d'hommes vous avez dans votre armée. Nous, Africains, on pense souvent que c'est un peu suspect de savoir combien d'hommes on a, parce qu'on ne le demande pas souvent, et que ces gens, s'ils veulent le savoir, ils peuvent le savoir. C'est suspect, mais on peut savoir ça. Donc, oui. Même la France, les États-Unis, lorsqu'ils s'aventurent sur des chiffres, ces moyens, approximativement, ils ont des chiffres sujets, en fait, qui touchent les moyens de nos armées, on prend ça comme suspect, en fait. Voilà. Donc, sur le plan professionnel, je peux dire franchement que les Français qui partent en Afrique chez nous, c'est des gens qui sont compétents en matière, qui connaissent leur travail et qui le font très très bien. Là-dessus, là, on n'a rien à dire là-dessus. Mais comme ils font très bien leur travail et qu'ils ont la confiance de nos gouvernants, c'est-à-dire souvent nos politiques, nos politiques ont plus confiance aux militaires blancs qu'à nous-mêmes. Donc ça, on le remarque très souvent, vu leur crédit de compétences qu'ils ont souvent. Donc, ils sont souvent conseillers de nos grands responsables politiques, qui n'est pas le cas, par exemple, de notre côté. Souvent, vous allez voir un colonel ivoirien, par exemple, qui a fait tous ses cours en France, qui a la même formation que le français, mais qui n'aura jamais l'occasion, par exemple, de parler avec le chef d'État. Mais le petit blanc qui vient, lui, tout de suite, il a le contact avec le président, et ce qui devient un peu frustrant pour nous, et on se dit, mais pourquoi faire confiance à ces gens-là? Oui, ça quand même, c'est un peu frustrant, ouais. Donc, moi, je reconnais là-bas, il y a quand même un peu de frustration. Il y a un déséquilibre un peu quand même. Ça sortait un peu sur nos débats. Voilà. Et ils ont le pouvoir de faire changer les choses rapidement, ça c'est vrai. Par exemple, moi, en Guinée, je demande, l'année dernière, j'ai demandé les munitions pour faire des tirs. Mais les munitions, je ne les ai jamais eues. Parce que pourquoi je veux les avoir, les munitions? Parce que si je pense aux munitions, selon les politiques, je suis capable de faire un coup d'État. Mais, voilà. Donc, dans et tu as fait le coup d'État. Mais le petit blanc qui vient du Sénégal, qui, pour faire une formation, a tout ce qu'il veut. On le donne tout ce qu'il demande, parce que déjà, il ne viendra pas sans que ses moyens soient sur place. Donc quand il viendra, il aura tout ce qu'il veut, alors que moi, je ne peux pas avoir, parce que les politiques ont peur à ce qu'on fasse un coup d'État. Voilà.
Et tu as fait le Donc coup ça, d'État en 2021. c'est bien parce que Voilà. quand ils viennent et qu'ils demandent ces moyens-là, ils peuvent les avoir, donc on peut entraîner nos hommes. Mais c'est un peu agaçant du fait que nous, ça nous agace, du fait qu'on ne peut pas faire notre métier, mais les autres peuvent le faire à notre place. Voilà, ça c'est au niveau un peu politique. Mais aussi, ils ont un défaut, ces officiers qui viennent, ils sous-estiment un peu la capacité humaine et intellectuelle des Africains. Vous allez voir, par exemple, un officier guinéen qui fait tous ses cursus avec un Français. Ils font les mêmes écoles à la base et jusqu'à finir l'école de guerre ensemble. Mais, arrivé, par exemple, en Afrique, ces gens pensent souvent qu'ils sont plus intelligents et qu'ils maîtrisent mieux parce que, bon, on travaille bien sûr dans leur langue, mais qu'ils maîtrisent bien la chose que nous. Donc souvent, ça nous frustre du fait qu'on s'est dit, ça c'est un complexe d'infériorité. Je vous dis, par exemple, ça c'est vrai hier, aussi, ça existe en Afrique. Il y a le camarade ivoirien qui me disait que, est-ce que c'est normal de savoir que nous, l'air AD qui est à Paris, n'a jamais accès à Emmanuel Macron, il ne peut jamais rêver le voir, mais que l'AD qui est à Abidjan, quand il est prêt, il voit le président de la République ivoirienne. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc ça c'est un peu frustrant des côtés des officiers africains. Donc, vous avez écouté Mamadi Doumbouya. Je n'ai pas besoin de faire passer toute la vidéo. Vous avez su quelque part que Mamadi Doumbouya a préparé son coup d'État il y a longtemps. Parce que le colloque là s'est passé en 2017. C'est après, je pense, ou je ne sais pas si c'est après ou avant, ça, il a fait le truc, parce que ça c'est 2017. C'est en 2018, il a fait le défilé là à Conakry, où les Guinéens ont découvert Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la fête d'indépendance. Vous avez vu? Donc, Mamadi Doumbouya a très bien préparé son coup d'État. Lui-même, il a dit ici, dans son exposé, vous voyez combien de fois nos pays peuvent être déstabilisés par les propres fils de nos pays, en fait. Parce que ça, c'est une déstabilisation. La Mamadi Doumbouya a violé le bon fonctionnement de nos institutions en Guinée. Et aujourd'hui, lui, il ne veut pas qu'on lui fasse un coup d'État. Moi, personnellement, je ne supporte pas les coups d'État. Voilà. Même je suis contre le régime de Mamadi Doumbouya, mais je ne souhaiterais pas que quelqu'un aussi fasse un coup d'État. J'aimerais qu'il ait une bonne idée de quitter le pouvoir et organiser les élections et passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. S'il veut, il peut revenir. Mais, de grâce, Mamadi Doumbouya, il faut quitter le pouvoir pendant qu'il est temps. Sinon, c'est les armes qui vont t'enlever au pouvoir. À bon entendeur, salut.